France Inter. It's Morning Edition from NPR News. MCT حاليا راديو روزانا بباريس. Produce gente en la radio. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour avec un peuple inconnu ce soir. Celui que vous entendez, c'est Lula. 28 avril 2023, il décrète 6 nouvelles réserves autochtones. Nous allons devoir travailler dur pour délimiter le plus grand nombre possible de terres autochtones, dit-il, parce que c'est votre droit. Bonsoir Martin Léna. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargé de plaidoyer à Survival International qui défend les droits des autochtones, qui fait pression même à l'échelle mondiale pour leur autodétermination. On a eu envie de vous parler ce soir, Martin Léna, parce que des photos d'un peuple amérindien isolé, jamais contacté, ont été rendues publiques pour la première fois. C'est la Fondation nationale des peuples indigènes qui les repère, qui les protège, qui a pu montrer ces images. C'est aussi celle qui place des caméras automatiques sur les territoires. Avant ces images, une seule personne avait vu ces hommes, c'était il y a plus de 10 ans. Et d'abord, je me demandais jusqu'à quel point, pour quelqu'un comme vous, c'était émouvant de voir ça, quand on connaît l'existence de ces peuples, mais sans jamais réellement savoir qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils font et à quoi ils ressemblent. Eh ben, écoutez, c'est vrai que c'est toujours un moment extrêmement intéressant et j'imagine d'autant plus pour les personnes qui, aussi sur le terrain, luttent depuis des années en première ligne pour que le territoire de ce peuple rarement vu soit protégé. Mais en tout cas, nous aussi, au niveau international, qui luttons en solidarité, ça nous fait aussi quelque chose. Ceux-là ont été baptisés les Masacos, du nom d'une rivière qui traverse le territoire amazonien où ils sont, pas loin de la Bolivie. On ne sait rien d'eux. On voit sur les photos des hommes qui sont vigoureux, ils sont nus, ils ont un bâton à la main apparemment qui est pointu. On sait qu'ils chassent avec des arcs très longs. On ne connaît pas leur structure sociale, on ne connaît pas leur langue. On sait déjà qu'il n'y aura pas de contact parce qu'il y a une vraie politique de non-contact pour éviter les maladies. Est-ce que l'idée, au fond, Martin Léna, c'est de se dire, c'est d'accepter qu'on ne saura jamais tout, qu'on en saura peut-être d'ailleurs jamais peut-être plus sur ce peuple-là et sur d'autres? Bien sûr, et c'est un point commun aussi des peuples non contactés partout dans le monde, c'est qu'en fait on sait très peu de choses sur eux. Les seules informations qu'on peut obtenir, ça peut être de communautés voisines ou d'expéditions sur leur territoire où on peut trouver des preuves de leur passage une fois qu'ils sont passés, ou certaines rencontres ou certaines photos. Mais en tout cas, ce qui est crucial dans la lutte pour la défense de leurs droits, c'est justement de pouvoir obtenir ces preuves. Et délimiter le territoire, c'est à ça que ça sert l'épreuve aussi, j'imagine. Exactement, c'est ce qui permet de faire une pression politique pour la démarcation des territoires et de résister à ce contre-discours selon lequel ces territoires seraient vides et il serait possible de les ouvrir à tout type d'exploitation. Ça veut dire qu'il faut continuer à filmer malgré tout. Les dispositifs là, c'est des dispositifs très impressionnants parce que évidemment les autochtones ne les voient pas, mais c'est vraiment des choses de très très longue haleine. On filme, on laisse les appareils et puis on voit ce qui se passe. Il faut continuer à filmer, il faut continuer à essayer d'observer, il faut mettre des caméra, justement pour apporter ses preuves tout le temps? Alors écoutez, c'est vrai que c'est une question éthique difficile, hein, et c'est vrai qu'ils n'ont pas donné leur consentement à être filmés ou parfois survolés en avion. En tout cas, ça c'est une question qui est un peu différente de celle de la lutte en elle-même pour la protection de leur territoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les preuves, quelles qu'elles soient, donc que ce soit les photos ou comme je vous disais tout à l'heure, de trouver d'autres traces de preuves de leur vie sur ces terres, ce qui est important, c'est de pouvoir justement montrer qu'ils vivent et qu'en fait, qu'ils vivent sur ce territoire. Et ce qui est frappant d'ailleurs, d'après les chercheurs, c'est que ce peuple-là, il prospère. La communauté, elle grandit. Il y a des enfants. Et précisément, probablement, parce qu'on a vu et su et accepté de protéger leur territoire. Est-ce que, au fond, ils sont une exception ou est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces peuples autochtones qui restent, il y en a 26 ou 29, vous m'arrêterez où je me trompe, 26 je crois, sont tous de toute façon en danger? Alors, c'est vrai que de toute façon, c'est des peuples qui sont parmi les plus vulnérables de la planète. Mais ce que ces photos et ce que ces photos nous montrent et le fait qu'ils soient en bonne santé et ce cas des Masacos nous montre, c'est que une fois que leurs terres sont protégées, y compris de manière juridique, mais aussi dans la pratique avec une vraie volonté des autorités de ne pas laisser les envahisseurs et les activités extractives avoir lieu sur leur territoire, c'est qu'en fait ces peuples peuvent prospérer puisque donc non seulement survivre, mais aussi habiter ces zones qui nous semblent à nous inhospitalières. Donc en fait la clé c'est vraiment la protection de leur territoire qui
qui couplé à cette résilience incomparable des peuples non contactés notamment, mène à ce qu'ils puissent vivre très bien, même si ça nous semble bizarre à nous dans nos sociétés industrialisées. Il faut rappeler que la politique au Brésil, mais c'est le cas au fond dans la plupart des pays Amazon d'ailleurs, c'est une politique de non-contact. On a eu contacté de manière amicale ces peuples-là jusqu'en 1987, puis on s'est rendu compte que c'était une catastrophe parce qu'on les contaminait. Donc on a arrêté de les contacter. Le Brésil est un pays qui théoriquement a inscrit la protection de ces peuples dans sa constitution. Jusqu'à quel point ça c'est vraiment solide à votre avis, Martin Lena? Est-ce qu'il faut y retourner au contraire pour s'assurer que cette constitution brésilienne est bien respectée? Non, alors ce qui est certain, c'est que cette politique de non-contact est cruciale et c'est quelque chose que le Brésil a mis en place mais qu'on retrouve pas partout sur la planète. Et donc on lutte aussi dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Indonésie, pour que les gouvernements et d'autres acteurs n'initient pas de contact forcé avec ces peuples non contactés, puisque c'est systématiquement synonyme d'anéantissement total pour ces peuples qui n'ont aucune immunité contre nos maladies. Donc à ce titre, la constitution brésilienne est particulièrement protectrice et ça, c'est quelque chose qu'on souligne. Ensuite, bien sûr, il y a la question de l'application et d'autres attaques, parfois législatives, parfois illégales, contre ces terres et contre ces droits. Et l'agrobusiness et tout ça au Brésil, on connaît ces problématiques. Hélas, récemment, au Pérou, Martin Lena, c'était assez fascinant. Un peuple qui s'appelle les Mashco-Piro se sont approchés des habitations, possiblement parce qu'ils avaient faim. On leur a donné à manger, donné des bananes notamment. On a l'impression que le risque est double au fond. C'est à la fois que l'homme s'approche d'eux, que la civilisation, s'approche d'eux, que la déforestation se rapproche d'eux et tue leur habitat. Il y a l'effet double, c'est celui qu'ils se dévoilent. Est-ce que se dévoiler, c'est mourir ? Alors, c'est le contact qui est souvent synonyme de mort. Ensuite, se dévoiler, c'est une question un peu plus philosophique peut-être. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand leurs terres sont envahies, donc dans le cas des Mashco-Piro par des compagnies forestières, dans le cas des Massaco, alors même si leur territoire est délimité et relativement épargné de la déforestation, le Rondônia dans lequel il se situe est quand même un des États les plus déforestés du Brésil. Donc, on a quand même des territoires qui sont sous pression, aussi bien protégés soient-ils. Et c'est ça qui risque de mener à la destruction de ces peuples. Et donc voilà, c'est cette double menace du contact forcé et de la destruction ou du vol de leurs terres qui sont en fait étroitement liés, mais qui risquent de mener à leur anéantissement. Les Massaco, effectivement, on ne les a jamais vus sauf en photo. Les Mashco-Piro, c'était vraiment impressionnant. Je me demandais, j'ai cette question naïve en tête, en fait, est-ce que vous pensez que ils savent qu'un autre monde éloigné du leur existe ? Bien sûr, et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant aussi. En fait, ces peuples-là évitent le contact donc avec les personnes extérieures, mais c'est souvent une manière de résister. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune connaissance de d'autres sociétés. Et c'est un choix. Alors certes, un choix contraint puisque leurs territoires sont menacés de destruction, mais ça reste un choix de résister de cette manière et d'éviter le contact avec nous. Et bien souvent, ce sont des peuples qui ont, soit dans leur mémoire collective récente ou historique, souvenir de potentielles rencontres entre leurs peuples et des violences, par exemple à l'époque de la fièvre du caoutchouc au Brésil ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un choit de résistance. C'est ça, parce que en fait, ma curiosité, c'est de savoir justement s'ils ont aussi, malgré tout, la curiosité de nous, comme nous l'avons d'eux. Enfin, est-ce qu'il peut y avoir aussi une forme de curiosité partagée parfois ? Est-ce qu'il y avait un peu de ça chez les Mashco-Piro finalement ? Est-ce qu'on a su pourquoi ils s'étaient montrés ? Est-ce que donc il y a une nécessité et aussi une forme de curiosité ? On sait répondre à ça ou pas du tout ? Alors, sur la curiosité, c'est certainement difficile. En tout cas, ce qui est dans notre expérience à nous en tant qu'organisation de lutte pour leurs droits, c'est plutôt que nos sociétés sont associées dans leur mémoire et dans leur imaginaire à une menace. Mais ça ne veut pas dire qu'en fait ils n'ont aucune interaction, n'ont eu ni n'ont encore aucune interaction. Et ça se peut c'est tout à fait possible qu'ils entretiennent des relations ponctuelles avec d'autres communautés autochtones. Et c'est parfois le cas des Mashco-Piro qui peuvent venir chercher soit de la nourriture, soit des outils auxquels ils peuvent pas avoir accès dans la forêt. Donc il peut y avoir le terme de non contacté ou d'isolement volontaire n'implique pas forcément un isolement total et complet, mais plutôt le choix d'éviter le contact. Mais en tout cas, ça reste
leur choix, et c'est une question d'autodétermination. Et donc, ce qui les menace, parfois ce qui les tue, on le sait, la déforestation, les narcotrafics, l'agrobusiness, l'orpaillage et aussi le réchauffement climatique. On sait dire la part du réchauffement climatique dans le danger qui est couru par les peuples autochtones. C'est un facteur qui s'ajoute à tous les autres que vous avez mentionnés, parce qu'il affecte bien sûr leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire. Et en fait, les peuples autochtones et a fortiori les peuples non contactés sont en première ligne face au changement climatique, c'est certain, puisqu'ils vivent là où les effets du changement climatique sont les plus importants. Et c'est accentué bien sûr par le fait qu'ils dépendent totalement de leur environnement naturel pour leur subsistance. Et il y a aussi la question des facteurs du changement climatique, donc l'exploitation du pétrole, du gaz ou l'exploitation minière sont aussi des facteurs qui détruisent les terres autochtones. Et quelque chose dont on se rend compte de plus en plus fermement en ce moment, c'est aussi les solutions que les sociétés industrialisées, ou plutôt les fausses solutions qu'on essaie d'apporter à la crise climatique, peuvent aussi être une menace sur les peuples autochtones et leurs terres. Je pense par exemple à la question des crédits carbone qui peuvent potentiellement être générés sur des terres autochtones ou d'autres territoires, et du coup aussi menacer leur subsistance. Martin, Léna, les Masako, on connaissait leur existence mais on ne les avait jamais vus. Est-ce qu'on sait avec certitude qu'il y en a forcément d'autres qu'on n'a jamais vus, ou est-ce qu'on se dit aujourd'hui qu'on sait à peu près où sont ces peuples isolés et quelles sont les zones qu'ils occupent ? Alors on sait à peu près quelle zone ils occupent, mais on a peu de moyens finalement d'avoir des informations sur eux, ni d'avoir un nombre exact ni au Brésil ni ailleurs. Et donc c'est tout à fait possible qu'il y ait d'autres peuples dont on ne connaisse pas l'existence précisément. Mais après, on arrive à estimer quand même les zones dans lesquelles ils sont les plus présentes. Par exemple, la vallée du Javari au Brésil, c'est l'endroit où il y a la plus forte concentration de peuples non contactés dans le monde. Donc ça, c'est un territoire qui est aussi protégé à ce titre. J'ai une toute dernière question rapidement, Martin Lénard. Est-ce qu'on sait dire pourquoi ces peuples n'ont finalement géographiquement pas tant bougé que ça, et donc leur mode de vie n'a pas beaucoup bougé non plus? Est-ce que dès lors que l'écosystème au fond est suffisant et qu'on sait s'y adapter et y évoluer, il n'y a aucune raison d'aller chercher ailleurs? Est-ce que c'est ça la raison? Écoutez, ça peut être des peuples qui avaient un mode de vie nomade tout de même, ou qui ont pu changer de mode de vie. Et d'ailleurs, ce sont aussi des peuples qui ont une forme de progrès et qui ont aussi pu avoir des sociétés qui ont évolué en fait tout comme nous. Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'ils sont nos contemporains et à ce titre aussi progressent. Mais effectivement, pour moi, c'est aussi la question de la pression sur leur terre. Et c'est vrai que certains ont pu être contraints aussi de modifier leur mode de vie, ou de passer de ce mode de vie nomade à se restreindre à des territoires plus petits, aussi en raison de toutes ces pressions auxquelles ils doivent faire face. En tout cas, on est content d'avoir fait connaissance de loin avec les Masako et ces peuples fascinants encore isolés. Martin Lénard, vous êtes chargé de plaidoyer à Survival International. Merci beaucoup. La suite ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde sur l'île de Pâques, qui a beau être un caillou au milieu du Pacifique, elle est aussi aux prises avec une terrible pollution plastique. Et pour aller jusqu'à 19h, Xavier Demany sous les radars. Je vous parle d'un aigle très connu aux États-Unis. Le Monde à 18h50, c'est Dominique André ce soir, avec la Chine de 2025 qui a tout intérêt à travailler ses problèmes économiques. La tech la première, Stéphane Jourdain. Salut Stéphane. Bonsoir Fabienne, on parle du Jésus piloté par une intelligence artificielle qui a été testée en Suisse, et je vais vous révéler ce que disent les gens dans l'intimité d'un confessionnal. Allez, merci à tous et à tout à l'heure. Voici Ayo, la bien nommée, son prénom signifie joie en Yoruba. Elle chante l'amour, elle est fan de surf. Son album est un hommage à Mama Wata, la déesse de l'océan. Les petites anecdotes sont signées comme chaque soir Thomas Langlin, et le choix, c'est celui de Djoubaka. Love Song, en playlist sur Inter. Sing me a love song. I want my own love song. I don't wanna hear no sad story, and I don't wanna hear you say you worry. I don't wanna hear you say that you had a bad day. No way, it's okay. And I don't wanna hear you say you're sorry. Oh, don't wanna hear you say you know be cool, 'cause you're good, I'm good, we're good, it's all good, it's all good. Tell me why can't we just focus on the good things that we share? Like you tell
braid your hair? And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. Come on and sing me a love, sing me a love. Oh, come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Sing me a love song. I want my own love song. A love song. Give me a love song. I don't want to hear no excuses. While you go cover lies, I go cover bruises. I want to draw a line, but you promise we'll be fine. I am yours, you are mine. There be no next time. Until the next time. Tell me why can't we just focus on the good things that we share? Like you telling me jokes while I'm trying to braid your hair. And why can't you just hold me in your arms and stay right there? Stay right there, right there. Come on and sing me a love, sing me a love. Oh, come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, sing me a love. Oh, come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Come on and sing me a love, oh, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Sing me a love, sing me a love. Come and sing me a love song, sing me a love song, sing me a love song. Sing me a, sing me a love. Le reportage d'un jour dans le monde ce soir est sur cette île qui, pour la plupart d'entre nous, est surtout une carte postale. L'île de Pâques et le mystère des Moaïs, ces énormes têtes sculptées réparties sur ce petit bout de caillou. Sur l'île de Pâques, nous sommes perdus dans le Pacifique, à plus de 3500 km du Chili. Mais cet isolement n'épargne pas l'île de la pollution plastique. Des tonnes de déchets issus de la pêche industrielle, mais aussi qui viennent d'Amérique du Sud, sont ramenés par les courants et s'échouent sur les plages tous les jours. L'île doit aussi gérer ses propres détritus et ses milliers de touristes qui viennent sur l'île chaque année. Un défi de très grande taille pour ce tout petit territoire de 8000 habitants et 160 km². La suite, c'est Naïla de Rouanet qui raconte. À Ranganui, sur la pointe sud-est de l'île, Kina, 22 ans, ramasse des déchets éparpillés partout entre les rochers du bord de mer. Je creuse et je m'aperçois qu'il y en a encore plus. En fait, plus on creuse, plus on en trouve. Et tout ça, c'est du plastique. Les mains dans le sable et à l'aide d'un petit tamis, la jeune femme collecte des milliers de petits bouts de plastique de toutes les couleurs. Ça fait tellement longtemps que ce plastique est dans la mer, avec le soleil, le sel et les chocs contre la roche, qu'il se fractionne en de tout petits morceaux. Tous les week-ends, Kina récupère entre 20 à 30 kilos de déchets plastiques, puis elle les trie, les transforme en porte-clés ou en bougeoirs qu'elle vend ensuite aux touristes. Mais au final, j'ai l'impression que ce que je fais ne sert pas à grand-chose, car il y a toujours plus de plastique qui arrive. On vient le ramasser, mais au moment de s'en aller, il y en a encore partout. On ne peut pas nettoyer complètement la plage. C'est impossible de tout ramasser. Quand j'étais plus petit, il n'y avait pas autant de plastique. Désormais, il y en a beaucoup plus, surtout quand il y a du vent et de la houle. Tous les déchets en mer finissent sur le rivage. Sur le petit port de Hangaroa, Charlie est en train de vider une dizaine de thons qu'il vient de pêcher. Il sort presque tous les jours en mer sur sa barque à moteur. Même les poissons ont désormais du plastique dans l'estomac. Et parfois aussi les tortues sont prisonnières du plastique. On doit les attraper pour le leur enlever. Mes parents, mes grands-parents ne trouvaient pas de plastique dans le poisson. Maintenant, nous, si. Il y aurait plus d'1 million de microplastiques au kilomètre carré dans les eaux qui entourent l'île et presque la totalité des poissons autochtones seraient contaminés. L'île se trouve en plein milieu du courant tourbillonnant du Pacifique Sud. C'est un obstacle naturel pour tous les plastiques qui viennent du continent. Du Pérou et du Chili notamment, explique Pamela Averil, elle est océanographe, mais le plastique vient aussi de plus près. 80% vient de l'industrie de la pêche.
L'autre jour, on a trouvé une bouée avec une plaque et des numéros. Sa collègue Emilia Palmatuki. J'ai cherché sur Internet et ça correspondait à un bateau chinois. D'autres objets de pêche échoués sur les plages ont également été identifiés. Ils viendraient de bateaux espagnols et japonais présents dans la zone. Ces déchets plastiques collectés par les habitants de l'île sont ensuite déposés au centre de recyclage. Ces grands sacs s'accumulent ici car il n'y a pas d'autres endroits où les mettre et pas assez de personnes pour trier le plastique. Alexandra Atuki gère le centre de recyclage depuis plus de 20 ans. Le plastique issu de l'océan y rejoint les autres déchets produits sur l'île par les habitants et surtout les touristes très nombreux. Ça me fait de la peine et ça m'énerve de voir autant de déchets. Quand je suis née, il n'y en avait pas autant. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une mentalité très consumériste. La trentaine d'employés du centre parvient à recycler un peu plus de 5% des déchets de l'île, principalement du plastique, du carton et de l'aluminium. Ils sont ensuite renvoyés par avion vers le continent, mais les 95% de déchets restants finissent dans la décharge municipale, bientôt saturée. Ces arbres verts que l'on voit ici cachent une réalité qui se trouve en dessous. Ce sont les déchets domestiques. Et une partie de ces déchets correspond à la consommation des touristes, qui sont plus de 70 000 à visiter l'île chaque année. On peut voir par exemple là-bas les caisses de polystyrène qui arrivent par avion et qui contiennent des fruits, des légumes et de la viande congelée. Car c'est moins cher pour les établissements touristiques d'acheter sur le continent plutôt qu'aux producteurs locaux qui vendent 1 kilo de tomates à 5 €. Alexandra rêve que son île devienne un territoire zéro déchet, tout comme les autorités locales qui visent pour cela 2030, soit dans 6 ans. Un objectif qui pour l'instant semble difficilement atteignable. Naïla Derouanet pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. Et c'est d'abord en Australie que nous allons, où les flammes ravagent un parc national. Oui, le parc des Grandes Pians dans l'état de Victoria. Nous sommes quasiment à mi-chemin entre Melbourne et Adélaïde, au sud-est du pays. Depuis plus d'une semaine, un gigantesque feu de brousse a déjà emporté plus de 55 000 hectares. Ça représente 1/3 du territoire de ce parc naturel. L'incendie alimenté par des vents très forts et une intense chaleur autour des 40 degrés. Là-bas, c'est l'été austral. Plus d'1 millier de pompiers sont sur le pont avec des bombardiers d'eau, des hélicoptères. Mais les flammes sont poussées par des rafales imprévisibles. Les habitants sont appelés à évacuer dans plusieurs dizaines de villes et villages. Et cet incendie est probablement le plus grave depuis les méga-feux de 2019-2020. Ils avaient ravagé à l'époque plus de 8 millions d'hectares, détruit des milliers de maisons et fait surtout 33 victimes. Direction Rio, au Brésil, où on se chamaille sur la gestion du Christ Rédempteur. Oui, au sommet du Corcovado, le fameux véritable symbole culturel et religieux du pays, construit il y a plus de 100 ans, 4 millions de visiteurs chaque année. Actuellement, la gigantesque statue, bras grands ouverts, est sous la responsabilité partagée du gouvernement fédéral et de l'Église catholique. Mais un projet de loi prévoit de céder entièrement sa gestion à l'Église, jugée plus efficace, pour rénover et moderniser le site. C'est visiblement nécessaire. Le tout en contrepartie des recettes de la billetterie. Sauf que cette idée, ne plaît pas à tout le monde, en particulier aux défenseurs d'un État laïque, que ce transfert de compétences mettrait à mal, selon eux. Les écologistes et l'Agence brésilienne des parcs nationaux s'inquiètent aussi de voir acter un dangereux précédent, car le Christ Rédempteur est situé dans l'emprise du parc national de la Tijuca. Une gestion privée de cet espace naturel pourrait compromettre des années de progrès dans sa préservation. Le parc, inscrit au patrimoine mondial, abrite des espèces protégées. Le projet doit être validé par la Chambre des représentants. Il a été approuvé par le Sénat, où siège Flavio Bolsonaro, fils aîné de l'ancien président, soutien de ce projet. Jair Bolsonaro, son père, a réduit drastiquement les budgets des parcs nationaux durant son mandat. Ah bah oui, on y est là. Vous nous parlez, Xavier, pour finir, du Bald Eagle, un autre symbole, et donc cette fois pour les États-Unis. L'aigle chauve ou pigargue à tête blanche. Entre nous, c'est ce qu'on appellerait un aigle. Oui. Ce rapace, vous le savez mieux que moi, Fabienne, est absolument partout aux États-Unis. En premier lieu, sur le sceau du pays, il y tient dans ses serres les flèches de la guerre et le rameau d'olivier de la paix, accompagné de la devise de plusieurs, un seul. On le trouve aussi sur le tapis du bureau ovale à la Maison Blanche et sur tout un tas de logos, notamment celui de la CIA. Sauf que jusqu'à présent, l'animal pourtant protégé n'était pas complètement reconnu. Un oubli désormais corrigé puisque Joe Biden a signé ces dernières heures une loi qui fait de lui l'oiseau
officielle des États-Unis, 250 ans après l'indépendance. Pour la petite histoire, c'est en 1782 que cet emblème a été choisi et malgré les désaccords de certains des pères fondateurs, Benjamin Franklin considérait qu'il s'agissait d'un oiseau de mauvaise moralité puisqu'il vole les prises de ses congénères pour se nourrir. Dites-moi. Et qu'en plus il a une perruque, paraît-il, parfois pour sortir. Enfin bon, c'est ce qui se dit. Xavier, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Vous partez avec un duo incroyable d'efficacité. Quel plaisir d'entendre Rachita et Jeanne Haddad dans un classique rendu populaire par Elvis Presley. La chanson originale date de 1898, figurez-vous. Version plus orientale, plus brute. Now or Never sur France Inter. جاني غرامك حناني عمري معاك طول حياتي حداك يا عمري كي شفت عيونك أو شفت قلبك تاني كي شفت قلبك قلبي حناني أو كي شفت صدرك شفت عينيك مفتوحة وديت معاك ديك أحباك تاني كي شفت عيونك مرة الأولى جاني غرامك حناني عمري Rachita et Jeanne Haddad, Now or Never sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, Le Monde à 18h50, c'est Dominique André ce soir. How dare you? The world has changed. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Dominique, c'est en Chine que nous allons. La Chine et son économie, comment s'annonce 2025 pour la deuxième puissance mondiale? A-t-elle du souci à se faire? 2024 laisse un mauvais souvenir au président chinois Xi Jinping qui a fait face cette année à la montée du chômage, en particulier chez les jeunes, aux étrangers qui boudent la Chine et qui vont investir ailleurs en Asie, aux difficultés du marché immobilier et à une crise de confiance des consommateurs qui inquiète sérieusement les sphères du pouvoir. Panique au sommet, c'est la formule qu'emploie le professeur Zhang Lun, l'un des fins analystes sur la Chine. Le problème, c'est que ça ne va pas s'arranger. Les experts doutent que la machine tourne mieux en 2025 car les chiffres ne sont pas bons. La croissance économique est prévue autour de 5% officiellement, mais ce sera sans doute moins l'année prochaine. Mais Xi Jinping et son équipe ont lancé de nombreuses réformes, non, pour que l'économie de la Chine aille mieux en 2025. Oui, c'est vrai, ces derniers mois, des mesures ont été engagées pour tenter de stimuler la croissance et la consommation, mais leurs effets ont été éphémères, car les causes sont à la fois conjoncturelles et structurelles. Conscient des difficultés qui traversent la Chine, une nouvelle réunion a été organisée récemment par le comité central du Parti communiste
pour lancer des mesures financières en injectant notamment des liquidités encore plus importantes. L'impulsion budgétaire annoncée pour 2025 est plus forte qu'en 2024. Le déficit budgétaire atteindrait 4% du produit intérieur brut l'année prochaine. C'est le plus élevé jamais enregistré. Et cette impulsion fait partie des préparatifs de la Chine pour contrer l'impact économique du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc ce sera là, au mois de janvier. Car au problème intérieur s'ajoute, Dominique, la situation internationale. Oui, le retour de Donald Trump pourrait en effet avoir des effets négatifs sur l'économie chinoise, avec la menace de cette nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Les taxes que l'équipe de Trump veut lancer ne vont pas favoriser les exportations chinoises vers les États-Unis. Or, on sait que les exportations sont l'un des moteurs de la croissance économique. Par ailleurs, d'autres difficultés ont surgi en Chine. Les surcapacités de production sont un énorme problème. Pour les exporter, le gouvernement chinois compte sur les routes de la soie, mais rencontre là la défiance des Occidentaux. En Chine, la politique néo-maoïste répressive de Xi Jinping a provoqué une crise de confiance. Les injustices entre les riches et les pauvres deviennent insupportables. La population vieillit, ce qui fragilise la société. Pour toutes ces raisons, les autorités ont récemment décidé d'augmenter les revenus des ménages, d'offrir aux Chinois une meilleure sécurité sociale, un meilleur accès aux soins, car les hôpitaux sont hors de prix en Chine, une hausse des salaires et des retraites, plus une politique nataliste. Le gouvernement essaie de changer de pied. Et alors la crise peut-elle avoir des conséquences politiques pour Xi Jinping ? En 2025, ce n'est pas sûr que Xi Jinping soit dans une position très confortable. Il arrive à la moitié de son 3e mandat. Va-t-il préparer un 4e mandat ? Il n'a toujours pas révélé de successeur qui puisse le remplacer en 2027. Cette année donc qui arrive sera très intéressante à observer sur le plan politique, diplomatique et bien sûr économique. Quand le professeur Zhang Lung évoque la panique au sommet de l'État, on comprend à quel point le redressement de l'économie et donc la stabilité sociale sont cruciaux pour la survie de Xi Jinping et du Parti communiste chinois. Dominique André, merci beaucoup. Le jeudi, c'est la Tech la première et c'est Stéphane Jourdain. France Inter, le 18-20. Vous avez peut-être entendu parler de cet avatar de Jésus piloté par une intelligence artificielle qui répond aux questions des fidèles dans un confessionnal. Ça se passe en Suisse. Cette expérience est terminée, Stéphane, et vous avez eu les chercheurs qui tirent un premier bilan de ces 2 premiers mois d'échange. Et oui, Deus in Machina, c'est le nom de cette expérience. Dieu dans la machine, rien que ça. Un Jésus, en fait, animé par une IA, testé dans une église de Lucerne. Les discussions se déroulent dans un confessionnal traditionnel, sauf qu'à travers la fenêtre grillagée, vous n'échangez pas avec un prêtre, mais avec un écran qui diffuse l'avatar numérique d'un Jésus barbu et chevelu. Résultat, 900 personnes ont interagi avec cette IA en 2 mois, et les échanges ont duré en moyenne une dizaine de minutes. Pour vous faire une idée, voici un exemple d'interaction. Jésus IA, tu es une IA, est-ce que tu peux ressusciter ? La résurrection, c'est Dieu qui redonne vie à ce qui était mort grâce à son esprit. C'est bien plus qu'un simple concept physique, c'est une vérité spirituelle profonde. Moi, en tant qu'IA, je suis là pour être un outil, pour vous guider et vous accompagner dans votre cheminement de foi. Eh ben dites-moi. Alors dites-nous Stéphane, de quoi les gens parlent quand ils discutent avec une IA de Jésus dans l'intimité du confessionnal ? Alors, ce qui revient le plus souvent, ce sont les questions autour de la foi, l'Église et la transformation de l'Église, avec cette question qui est revenue beaucoup, pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas devenir prêtres ? Deuxième thème le plus abordé, les questions autour des relations personnelles, l'amour, la sexualité, la moralité. Sur la 3e marche, on trouve des conseils spirituels, discussions sur la maladie, la mort et l'au-delà. Globalement, le chercheur qui a mené cette expérience immersive, Ali Josas Molik, a été surpris par la qualité des échanges. Je dois dire qu'on a été plutôt surpris de voir à quel point les gens ont pris ce projet au sérieux. Quand on a commencé à réfléchir à cette idée, on pensait que les gens le prendraient vraiment pour un gadget. Mais en fait, les retours qu'on a eus montrent que les gens pouvaient être vraiment captivés par ces échanges, que certaines personnes ont vraiment eu de bonnes conversations. Les gens ne l'ont pas pris pour une personne, mais ils se sont vraiment sentis très proches. Dans certains cas, les personnes étaient même plus en confiance avec un avatar qu'avec un vrai prêtre. On a eu le cas d'une femme autiste qui nous a dit que pour elle, c'était plus simple d'échanger avec une IA qu'avec une vraie personne. Alors, la prochaine étape, c'est quoi ? Quelles leçons ce chercheur tire-t-il de l'expérience ? Alors, tout n'est pas parfait dans cette expérience. Loin de là, le chercheur dresse la liste des choses à améliorer.
Parfois, les questions de l'avatar étaient un peu clichés, pas très diversifiées. Ce truc qui fait un peu machine quand vous parlez avec un chatbot. Ce n'est pas encore exactement une conversation humaine 100% fluide. Il y a encore des choses à améliorer. Ce n'est pas encore exactement une conversation avec un humain, mais le dispositif est très prometteur et notre chercheur imagine déjà d'autres applications possibles à l'avenir. On peut imaginer d'autres applications pour des thérapies, des conversations, du coaching ou encore pour l'enseignement et l'éducation. Là, ça va être très important. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de projets de ce type. Tout ça, c'est quand même assez vertigineux, Stéphane, mais tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de cette équipe de chercheurs. Et non, pour Anne Alombert, philosophe spécialiste du rapport de l'homme à la technique, cette expérience pose énormément de questions. Le premier problème que ça pose, c'est qui a fabriqué le modèle, quelles ont été les données qui lui ont été fournies, sur quel type d'algorithme fonctionne-t-il, quelles sont les réponses qu'il donne, quels sont les biais. Si on n'explique pas ça aux individus, en fait, on est en train de les mettre face à un système de manipulation. Et ça, c'est potentiellement dangereux, et surtout quand ça passe par des figures religieuses, quoi. Donc voilà. Pour la philosophe, un avatar IA ne remplacera jamais l'expérience acquise par un prêtre qui pratique des confessions depuis des années. Cette personne, elle a peut-être rencontré beaucoup d'autres personnes auparavant dans sa vie, puisqu'elle fait beaucoup de confessions, à l'évidence. Il y a des choses qu'elle a dites, ça a fait du bien, d'autres choses qu'elle a dites, ça n'a pas fait de bien, etc. Elle a tout un savoir, toute une expérience. On lui a transmis ce savoir-faire, etc. Elle l'a expérimenté, elle l'a changé, elle l'a fait évoluer. Et donc, la manière dont elle se comporte avec vous est enrichie normalement de tout ce savoir-là. Vous voyez, c'est pas un dispositif automatique qui va vous donner des directions dans lesquelles conduire votre vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la rencontre avec quelqu'un de singulier est essentielle. Reste une question, Fabienne. Faut-il se confesser de s'être confessé avec une IA? Je crois qu'il faut demander à un assistant IA, et je vois que la fin du monde est proche, je la vois d'ici. Merci Stéphane.